le comité d'organisation de m'avoir sollicité pour vous parler aujourd'hui de la gestion périopératoire des antiagrégants anticoagulants quand on s'intéresse à la péridurale. J'ai quelques liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, mais qui n'influent pas ce que je vais vous raconter ce matin. Alors, je vous parlerai rapidement du risque hémorragique de la péridurale tel qu'il est rapporté dans la littérature. Pour parler de la gestion des antiagrégants plaquettaires et des anticoagulants, on fera un tout petit peu de rappel de pharmacologie, puis on distinguera la situation programmée et la situation urgente. Et puis, on se posera ensemble la question de savoir si l'obstétrique est un cas particulier dans ces situations. Alors, quand on regarde ce qui est décrit dans la littérature, on considère que les gestes neuraxiaux, dont la péridurale, sont des procédures à risque hémorragique élevé. Et déjà, Triba, en 1993, décrivait une incidence de l'hématome médulaire, certes difficile à évaluer précisément parce que c'était déclaratif, mais on estimait que ce risque était de l'ordre de 1 sur 27 500 à 1 sur 150 000 anesthésies péridurales, un petit peu plus pour les rachianesthésies. Mais surtout, ce risque de survenue d'hématome médulaire était estimé 10 à 15 fois plus fréquent en cas de prescription concomitante de médicaments antithrombotiques. L'année suivante, en 1994, dans cette revue d'Anesthesia Analgesia, on retrouvait la présence de troubles de la coagulation innée ou la prescription d'anticoagulants comme un facteur de risque majeur de présence d'hématomes périduraux après une péridurale. Donc, on se dit que faire un geste péridural alors qu'il y a des antiagrégants plaquettaires ou des anticoagulants dans la circulation n'est peut-être pas la situation la plus sereine pour le praticien et la plus sécure pour le patient. Alors, quand on s'intéresse à la pharmacologie des antiagrégants plaquettaires oraux, je considère de principe que quand le patient est sous Cangrelor, c'est qu'on est dans une situation beaucoup trop compliquée et que la péridurale n'a pas sa place. Donc, antiagrégants plaquettaires oraux, ça on voit tous les jours des patients sous ce type de traitement. On distingue, comme vous le savez, l'aspirine, qui est un inhibiteur irréversible de la COX-1, et puis les anti-P2Y12, que sont le clopidogrel, le prasugrel et le ticagrelor, avec cette particularité du ticagrelor qu'il est un inhibiteur réversible. C'est-à-dire que si vous transfusez des plaquettes, toutes belles, toutes fraîches, eh bien le ticagrelor va se déplacer des plaquettes qu'il a déjà inhibées pour aller inhiber les nouvelles plaquettes. Vous voyez aussi qu'il y a des pics d'action différents du principe actif et puis surtout des demi-vies assez différentes. Donc, le GIHP, l'ASFAR, la Société de cardiologie, la Société européenne d'anesthésie loco-régionale se sont intéressés au sujet de quelle est la meilleure situation, quelles sont les meilleures fenêtres d'arrêt des antiagrégants plaquettaires pour poser en toute sécurité une péridurale et puis après pour retirer le cathéter de péridurale. Donc, je vous ai mis ici la version française des recommandations 2018 du GIHP. L'aspirine ne contre-indique pas une ALR rachidienne si le rapport bénéfice-risque est considéré comme favorable, en vérifiant bien sûr que le patient n'a pas par ailleurs une autre anomalie associée de l'hémostase, en particulier l'association avec un anticoagulant. Sous aspirine, on propose de préférer, si c'est possible, la rachianesthésie. Néanmoins, la péridurale reste possible sous aspirine. Par contre, tout type d'ALR rachidienne est contre-indiqué en cas de traitement par anti-P2Y12, à savoir le clopidogrel, le prasugrel et le ticagrelor, sauf si ces antiagrégants plaquettaires ont été interrompus respectivement 5 jours, 7 jours et 5 jours avant le geste. La mise en place du cathéter péridural, ça expose donc à une gestion un petit peu complexe et le retrait du cathéter suit les mêmes règles que la pose. Donc, un cathéter péridural qui va nécessiter un arrêt des anti-P2Y12, eh bien, quand on retirera le cathéter, il faudra toujours que le patient ne soit pas sous anti-P2Y12. Donc les patients à risque cardiovasculaire, chez qui on pourrait avoir envie de mettre une péridurale, il ne faut pas que cette péridurale elle vienne contrecarrer la reprise précoce des antiagrégants plaquettaires. Donc c'est vraiment une discussion pluridisciplinaire qui s'impose pour ces patients un petit peu particuliers. Concernant les héparines et le fondaparinux, donc vous le savez, il y a l'héparine non fractionnée d'un côté avec des
des poids moléculaires assez élevés, qui vont de 4000 à 30 000 Dalton, et les héparines de bas poids moléculaire, avec des poids moléculaires de 2 à 10 000 Dalton. Ces molécules sont des cofacteurs de l'antithrombine, qui est un inhibiteur physiologique rapide et réversible des sérines protéases, et en l'occurrence, celles qui nous intéressent, les anti-2 et le facteur 2 et le facteur 10. Ces héparines et héparines de bas poids moléculaire, il y a le pointeur qui a une vie autonome, c'est assez perturbant. Donc, les héparines de bas poids moléculaire, elles vont se fixer à l'antithrombine par le motif pentasaccharidique qu'on retrouve chez les héparines, les HBPM et le fondaparinux. Quand il y a une liaison héparine-antithrombine, ça modifie la structure de l'antithrombine et ça accélère la vitesse d'inactivation. Si la chaîne est longue, typiquement les HNF, eh bien, ça fixe la thrombine et l'antithrombine. Sinon, ça inhibe uniquement le facteur 10, et c'est ce qui se passe avec les héparines de bas poids moléculaire qui ont une chaîne polysaccharidique courte et qui vont inhiber principalement le facteur 10. Quant au fondaparinux, eh bien, c'est un pentasaccharide de synthèse qui se lie de manière... Alors, je suis désolée, mais ça peut pas. Enfin, mon diaporama ne peut pas avoir une vie sans moi. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, merci. Donc, le fondaparinux se lie à l'antithrombine et a une action uniquement sur le facteur 10. Alors, quand les patients sont sous anticoagulants, on sait que quand on arrête l'anticoagulant, à fonction rénale normale et s'il n'y a pas d'autres interférences pharmacologiques, on connaît de manière à peu près précise les délais de normalisation de l'anticoagulation. Chez un patient qui est sous héparine de bas poids moléculaire à dose curative, on considère que 24 heures après la dernière injection, on est en condition sécuritaire pour faire des gestes à risque hémorragique élevé. Pour l'héparine non fractionnée administrée par voie sous-cutanée, on estime qu'il faut un arrêt de 12 heures. 6 heures si on est en héparine non fractionnée curative par voie intraveineuse. Et enfin, le fondaparinux, dont la demi-vie est de 17 heures chez un patient à fonction rénale normale, il faudra une dernière prise 4 jours avant. Les antivitamines K, molécules fréquemment rencontrées également, vous savez, elles ont un mode d'action particulier. En fait, la vitamine K est indispensable à la maturation des facteurs de coagulation synthétisés par le foie. Et la vitamine K est recyclée par une voie métabolique. Et les antivitamines K empêchent ce recyclage de la vitamine K. Donc, la prise en charge des patients sous antivitamine K pour une chirurgie ou un acte invasif programmés, nous les connaissons bien. Elles datent maintenant de 2008, donc on a eu le temps de bien se les approprier. Vous savez dans quelles conditions on fait ou pas des relais pour les antivitamines K. Mais surtout, le plus important, c'est qu'au moment de la ponction, l'INR doit être inférieur à 1,2. Donc, vous avez sur ce schéma représenté ce qu'on fait déjà tous les jours. Il n'y a vraiment rien de neuf là-dessus. On voit le patient en consultation, on mesure l'INR. Bon, si l'INR n'est pas dans la cible, déjà, on va un petit peu s'inquiéter, ou en tout cas alerter le chirurgien sur le fait que peut-être il faudra retarder un petit peu le geste. Dernière prise de l'AVK à J-5. Selon les indications, si on a besoin de faire un relais, eh bien, on le débute entre J-4 et J-3 selon l'AVK pris par le patient. En tout cas, quand le patient arrive à l'hôpital la veille de son intervention, on mesure l'INR, ou alors si on a fait une entrée à J0, il faut que le patient ait une mesure de son INR faite en ville avant d'arriver. Si on est dans des conditions sécuritaires, donc INR inférieur à 1,2, on peut procéder à la pose de la péridurale sans problème. Si on n'est pas dans ces conditions, là on discute, est-ce qu'on peut reporter le geste? Est-ce que la péridurale est indispensable? Si on ne peut pas retarder le geste et qu'il faut absolument faire la péridurale, eh bien on discute d'une antagonisation, c'est-à-dire administration de vitamine K, plus ou moins PPSB. Là encore, c'est une discussion au cas par cas. Dans tous les cas, on essaye de programmer l'acte le matin, dans les meilleures conditions à la fois hémostatiques et de fraîcheur des esprits. Et puis après, en post-opératoire, on débutera une thromboprophylaxie si elle est indiquée, et puis on reprendra les AVK, bien sûr, une fois que le cathéter de péridurale aura été retiré. Concernant les anticoagulants oraux directs, donc les anti-10, rivaroxaban, apixaban, et l'anti-2, le dabigatran, il y a des propositions du GIHP. Et on l'a vu, le risque de la péridurale, c'est un geste qui est considéré comme risque hémorragique élevé.
Et on veut vraiment être sûr qu'il n'y a plus du tout d'AOD circulant quand on va faire la ponction. Donc, dans le cadre particulier de l'anesthésie neuraxiale, le GIHP propose fortement une dernière prise à J-5 pour toutes les molécules. Même pour l'exaban et même si la fonction rénale est normale. Si, malgré tout, vous avez un doute sur une accumulation ou une élimination prolongée, on peut faire un dosage, si le centre où vous travaillez vous le propose, avec une cible qui sera d'une concentration plasmatique inférieure à 30 nanogrammes par millilitre. Alors, chez un patient sans pathologie aiguë à fonction rénale normale, en arrêtant à J-5, on est à plus de 98% de concentration d'AOD inférieure à 30 nanogrammes par millilitre 5 jours après la dernière prise. Voilà, donc sur ce tableau, vous avez ici une synthèse de ce que je viens de vous dire. Le délai entre la dernière administration et le geste neuraxial pour être en conditions sécuritaires. Donc c'est 5 jours d'arrêt pour la VK, on peut tolérer 3 jours pour la sénocumarol, mais quoi qu'il en soit, on vérifiera toujours l'INR pour qu'il soit inférieur à 1,2. Pour les AOD, anti-10 et anti-2, même combat, 5 jours, donc dernière prise à J-5, si on considère que J0 est le jour de l'intervention. HBPM à dose curative, 24 heures, Fondaparinux à dose curative, 4 jours. En situation d'urgence, si vraiment la péridurale est indispensable à la prise en charge de votre patient, eh bien, la première chose à bien avoir en tête, c'est qu'il n'est pas recommandé de réaliser des gestes neuraxiaux sous anticoagulants. On ne le fait pas de manière programmée, on va encore moins le faire en situation d'urgence. Toutefois, selon l'anticoagulant, vous savez qu'on peut en réverser certains d'entre eux, donc on peut envisager, toujours si la balance bénéfice-risque est vraiment en faveur de la péridurale, une antagonisation de l'anticoagulant pour ensuite faire le geste en toute sécurité. Chez le patient traité par AVK, voilà, c'est une situation qu'on connaît bien. Si, encore une fois, le geste neuraxial paraît indispensable, on suggère l'administration de concentrés de complexe prothrombinique associés à de la vitamine K et vérifier avant la ponction qu'on a bien atteint un INR inférieur ou égal à 1,2. Et on recommande, bien sûr, que ce geste soit réalisé par un opérateur expérimenté. Vous voyez que cette proposition n'est finalement qu'un avis d'expert parce que dans la littérature, nous avons trouvé très peu d'études, même de séries de cas, qui décrivaient cette situation clinique. Chez un patient traité par dabigatran, et là encore c'est un avis d'expert, si cette péridurale est absolument indispensable à la prise en charge du patient, on propose d'administrer de l'idarucizumab. Vous savez, c'est cet anticorps monoclonal spécifique du dabigatran qui va venir lier le dabigatran qui est dans la circulation, mais aussi celui qui s'était déjà lié à la thrombine. Là encore, opérateur expérimenté, vérification que la concentration plasmatique de dabigatran a suffisamment diminué pour être dans des conditions de sécurité. Chez les patients traités par apixaban, rivaroxaban, HBPM, Fondaparinux, la réversion par un quelconque produit ne garantit pas d'être dans des situations sécuritaires pour une ponction péridurale. Donc ce geste reste non recommandé pour ces anticoagulants-là. Alors, est-ce que l'obstétrique est un cas particulier ? J'ai retrouvé cette revue publiée en 2018 dans Anesthesia Analgesia avec le consensus établi par la Société américaine d'anesthésie obstétricale et de périnatologie. Vous savez qu'au cours de la grossesse, il y a des modifications de la coagulation avec une augmentation de l'agrégation plaquettaire, une augmentation des taux des facteurs de coagulation, vous voyez tous ici, y compris le facteur Willebrand, que de manière globale, il y a une diminution des taux des anticoagulants endogènes et une capacité fibrinolytique modifiée. Donc, globalement, une femme enceinte, elle est plutôt pro-coagulante que anticoagulée. Par ailleurs, il y a une augmentation du volume plasmatique qui résulte en une dilution des drogues qui sont hydrosolubles, avec une diminution du pic et des concentrations à l'état stable.
Il y a une augmentation du débit sanguin rénal et de la filtration glomérulaire, mais il y a également une augmentation de la fraction libre d'un certain nombre de médicaments qui se lient à l'albumine. Donc, je ne vais pas détailler ces graphiques qui ne sont pas très lisibles au premier coup d'œil, mais si vous êtes confronté à cette situation de femme enceinte avec une indication de péridurale pour l'analgésie obstétricale et qui sont sous anticoagulants, je vous invite à aller regarder cette revue qui a très bien détaillé les différentes situations, en sachant que c'est un consensus américain, donc les posologies d'héparine ou d'HBPM ne sont pas forcément celles qu'on utilise nous en France. Néanmoins, ça nous donne une idée des conduites à tenir. Si les patientes reçoivent de l'héparine non fractionnée, ce qu'ils appellent low dose, c'est-à-dire 5000 unités 2 à 3 fois par jour, qu'on est à plus de 6 heures de la dernière injection et que la patiente a une fonction rénale normale, on considère qu'on est dans de bonnes conditions de sécurité pour réaliser une péridurale, mais toujours par un opérateur expérimenté. Ce n'est pas le moment de former les internes. Si on est à moins de 6 heures, voire moins de 4 heures de la dernière injection, là, les experts recommandent de vérifier quand même l'état de la coagulation. Alors moi, je ne suis pas très friande du ratio de TCA parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles il peut être raccourci, rallongé. Le mieux, d'après moi et d'après tous les gens avec qui j'en ai discuté au GIHP, le mieux c'est quand même de faire une activité anti-DISA et si elle est indétectable, alors on peut réaliser la péridurale. Si on est à des doses plus élevées d'héparine non fractionnée, donc dose intermédiaire ou dose très élevée, eh bien vous voyez que les délais d'arrêt varient. Là, on considère qu'il faut être à plus de 12 heures, là, plus de 24 heures. Au moindre doute, de toute façon, il faut vérifier l'activité anti-DISA. Et puis après, voilà, c'est une histoire de balance bénéfice-risque. Là, dans le rouge, clairement, c'est contre-indiqué. Et dans le orange, c'est péridurale versus anesthésie générale. Voilà, c'est vraiment après en fonction des situations. Pour les HBPM, on a un petit peu le même type de tableau. Donc ici, là, vous voyez apparaître par exemple cette dose de 30 mg 2 fois par jour qui est beaucoup fait aux États-Unis et pas du tout en France. Néanmoins, faible dose d'HBPM, plus de 12 heures depuis la dernière injection, pas de problème. Forte dose d'HBPM, plus de 24 heures après la dernière injection, pas de problème, toujours si la fonction rénale est normale. Dose intermédiaire, bon, on ne sait pas trop, entre 12 et 24 heures, on réfléchit. Voilà. En tout cas, si on est à moins de 12 heures ici, moins de 24 heures ici, eh bien, les auteurs considèrent qu'il n'est pas raisonnable de procéder à une analgésie péridurale. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans ce papier, ils ne proposent pas le dosage de l'activité anti-DIS pour les HBPM. Sachez que la majorité des laboratoires dans les CHU et les CHG proposent l'anti-DIS HBPM, donc on pourrait tout à fait, si on considère que vraiment c'est important que notre patiente ait une péridurale pour son analgésie obstétricale, on demande une activité anti-DIS HBPM et si c'est indétectable, on se retrouve dans les bonnes conditions de sécurité. La pose de la péridurale est un moment à risque, le retrait du cathéter l'est également. Donc il y a des situations où vous avez opéré votre patient, il a sa péridurale, vous avez débuté une thromboprophylaxie en post-opératoire parce qu'il y avait une indication du fait de la chirurgie et ou du terrain. Et puis à un moment, il va bien falloir retirer ce cathéter. Alors Morgan nous dira à quel est le moment le plus adapté. Néanmoins, si votre patient est sous anticoagulant prophylactique, il va falloir se mettre dans la bonne fenêtre. Donc il faut connaître le Tmax de l'anticoagulant que vous avez prescrit, envisager un retrait après 2 demi-vies. On considère que le temps nécessaire pour sécuriser l'hémostase après le geste est de 8 heures. Et on pourra reprendre l'anticoagulant à 8 heures moins le Tmax. Alors, en pratique, ça donne ceci. Vous trouverez tous ces graphiques dans ce papier publié en 2007 dans Anaesthesia, qui est disponible facilement sur Internet. Si on considère ici que l'anticoagulant, c'est par exemple le Fondaparinux, qui a une demi-vie longue, 17 heures, et un Tmax de 1 heure. Donc vous avez ici la dernière injection. On va attendre 2 demi-vies. Voilà, donc là, ils font 2 fois 17, ça fait 34, plus 2, 36, parce qu'il faut être prudent. On enlève le cathéter
Et on considère qu'on attendra au moins 7 heures, donc 8 heures de sécurité moins 1 heure pour le Tmax, avant de réinjecter l'anticoagulant préventif. Pour l'HBPM, par exemple l'enoxaparine, on sait que la demi-vie, elle est plutôt de 4 à 5 heures, que le Tmax est de 4 heures. Donc là, on injecte, on attend au moins 10 heures, on retire, et là, on considère qu'on va attendre au moins 4 heures avant la prochaine injection. Donc après, c'est chaque service qui réfléchit aux meilleurs horaires d'injection, aux meilleurs moments pour retirer le cathéter, mais vraiment, il faut être prudent, autant sur le retrait que sur la pose. Donc en conclusion, gestion des antiagrégants plaquettaires et des anticoagulants pour la péridurale. Concernant les antiagrégants plaquettaires, pas de souci sous aspirine avec un opérateur expérimenté. Anti-P2Y12, dernière prise du clopidogrel, J-5, prasugrel, J-7, ticagrelor, J-5. AVK, INR cible inférieure à 1,2, qu'on soit en programmé ou en urgent. Les héparines et le fondaparinux, dernière injection HBPM préventif H-12, HBPM curatif H-24, héparine non fractionnée sous-cutanée H-12, héparine non fractionnée IVSE H-4. Fondaparinux, dont vous vous rappelez que la demi-vie est très longue, J-4. Pour les AOD, l'objectif, c'est qu'au moment de la ponction, on ait une concentration plasmatique inférieure à 30 nanogrammes par millilitre, et ça, on est quasiment certain de l'atteindre si on a fait une dernière prise de l'AOD à J-5, que ce soit pour l'hexaban ou le dabigatran. Si on est dans une situation urgente avec un patient qui est sous dabigatran, on peut réverser l'action du dabigatran par l'idarucizumab. Et encore une fois, je me répète, mais parce que c'est important, le retrait du cathéter est autant à risque que sa pose.